Salam alaikum. Donc nous continuons ce chapitre avec les propriétés physiques. Donc il nous reste deux propriétés. Donc la première c'est la pression de vapeur saturante. Et la dernière c'est la tension superficielle. Bon, ces deux propriétés bien sûr concernent uniquement les liquides, sont caractéristiques des liquides. Donc la pression de vapeur saturante, ou bien V, en anglais, on le nomme T indice V. D'accord. Donc c'est quoi cette pression de vapeur saturante? Maintenant si on va la concrétiser cette notion à travers un exemple. Si vous avez par exemple un liquide dans un récipient donné, on a un liquide, voilà, ça c'est un liquide, d'accord. Supposez que le liquide, voilà, c'est ici le liquide, le niveau du liquide, d'accord. Supposez qu'on va fermer ce réception, on va le fermer comme ça, on va le rendre étanche, d'accord. Et on crée le vide ici, on crée le vide, on a le vide. Vide, qu'est-ce que ça veut dire vide? Il n'y a pas de matière, ça veut dire que la pression elle est égale à 0, ici, dans cet espace, d'accord. Ça c'est le liquide, on bleu c'est le liquide. Voilà. Ici, on a créé le vide. Le vide, si on mesure la pression, bien sûr, on trouve qu'il est égal à 0. Maintenant, on laisse le récipient tel qu'il est, et après un moment, d'accord, on va mesurer la pression ici. On va le mesurer, d'accord. Donc, on va maintenant placer un instrument qui mesure la pression, un instrument qui mesure la pression, d'accord. Donc, à un certain moment, donc la pression indiquée, elle est différente de 0. Donc, maintenant, on a la pression qui était au départ vide, la pression, elle était nulle. D'où vient cette pression? Donc, il y a de la matière ici, d'accord. C'est quoi cette matière? En fait, c'est les molécules qui quittent ce liquide à l'extérieur, d'accord. Surtout les molécules de la surface, d'accord, c'est-à-dire ils s'échappent du liquide sous forme de vapeur, de bulles d'air. Donc on a ici maintenant une vapeur, bien un gaz. Ça c'est un gaz maintenant. On a un gaz ici. D'accord. Donc il y a de la vapeur, donc on aura cette pression. D'accord. Pourquoi ces molécules sont échappées du liquide? Bien sûr, surtout au niveau de la surface. Donc les molécules ils ont une énergie bien sûr déterminée. Donc cette énergie leur permet de s'échapper à l'attraction, c'est-à-dire moléculaire à l'intérieur du liquide. D'accord. Et si on chauffe aussi, si on chauffe le liquide, bien sûr, cette énergie augmente et on a beaucoup de vapeur. D'accord. Donc beaucoup de molécules qui s'échappent du liquide. Bon, et la pression de ce vapeur, donc c'est la pression de vapeur. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire saturante? Bien saturante, c'est-à-dire à un moment donné, on va atteindre un équilibre. L'équilibre, c'est que les molécules sortantes, le nombre de molécules qui sortent du liquide, d'accord, deviennent égales des molécules qui reviennent au liquide. C'est-à-dire les molécules proches de la surface du liquide vont être rattrapées par le liquide, par des forces du liquide vont rattraper ces molécules. Donc il y a des molécules qui entrent au voisinage de la surface et des molécules qui sortent. Si le nombre de molécules qui sortent du liquide devient égal aux molécules qui rentrent, donc ça c'est ce qu'on appelle la pression de vapeur saturante. Et bien sûr, chaque liquide il a la valeur de cette pression de vapeur. Bien sûr, on voit tout de suite que la pression de vapeur elle est fonction de la température, elle dépend de la température. Maintenant, si on chauffe, d'accord, on a l'expérience, donc il y a beaucoup de molécules qui sortent. Si le liquide est froid, donc c'est-à-dire la pression est très faible, donc il n'y aura pas par exemple une grande évaporation. Donc c'est ça la définition donc, de la pression de vapeur saturante. Donc la pression de vapeur saturante c'est quoi? C'est lorsque le nombre des molécules qui quittent le liquide à la surface devient égal à le nombre de ces molécules qui reviennent au liquide. Donc, et chaque liquide il a cette pression de vapeur saturante. Donc maintenant, c'est-à-dire
en d'autres termes, c'est quoi? Qu'est-ce qui s'est passé ici? On a, c'est-à-dire ces bulles d'air ici qui se formaient en sortant du liquide. Ah. Très bien. Maintenant, de quoi elle est due? Pourquoi il faut connaître cette pression vapeur? Donc, cette pression vapeur, donc on a dit qu'elle dépend de la température. D'accord? Elle dépend de la température. L'expérience courante qu'on connaît, c'est l'eau. C'est l'eau. Lorsque nous, par exemple, on a de l'eau, d'accord? On chauffe l'eau, d'accord? Lorsque la température devient, par exemple, on sait à 100 degrés, l'eau commence c'est-à-dire à bouillir. Le point d'ébullition de l'eau, c'est à 100 degrés. Donc, il y a la formation d'ébullition ici à l'intérieur qui sort. Donc, T pour l'eau, uniquement pour l'eau, AT est égal à 100 degrés Celsius. Donc, l'eau, bien sûr, l'eau va bouillir. D'accord? L'eau, on a ce qu'on appelle le point d'ébullition de l'eau. D'accord? Point d'ébullition de l'eau. D'accord? C'est-à-dire, pour cette l'eau commence. Ici, quoi? Comment on va maintenant regarder cette ébullition? C'est-à-dire la formation de ces bulles. D'accord? Ensuite, ces bulles à l'intérieur de l'eau, donc, sort à l'extérieur. Donc, en d'autres termes, l'eau va bouillir à 100 degrés, d'accord? Ou bien, c'est-à-dire l'eau, en d'autres termes, c'est-à-dire l'eau va bouillir lorsque, à l'intérieur de l'eau, l'eau a atteint à l'intérieur sa pression vapeur saturante. Ou bien l'eau, ou bien autrement dit, l'eau, d'accord, a atteint, c'est-à-dire sa pression vapeur saturante. C'est-à-dire, l'eau, lorsqu'elle atteint cette pression vapeur saturante, l'eau commence à bouillir. Après, il y a une formation de ces bulles d'air. Ou bien, on va atteindre cette pression, on va agir sur la température. Donc, on a, si vous voulez, maintenant, si on peut remarquer, c'est qu'on a deux conditions pour faire bouillir, par exemple, l'eau, on parle de l'eau. Soit on va chauffer, donc c'est ce qu'on fait couramment, ou bien non, on va lisser l'eau à sa température, par exemple, inférieure à 100, mais l'eau commence à bouillir, on va agir sur la pression, c'est-à-dire qu'on va diminuer la pression de l'eau jusqu'à atteindre sa pression vapeur saturante. Donc l'eau, il a sa propre pression vapeur saturante. On arrive à cette pression vapeur saturante, l'eau commence à bouillir. À température, par exemple, à 20 degrés, par exemple, elle commence à bouillir. La condition, c'est qu'elle atteigne sa pression vapeur. Donc, on va le voir ici, par exemple, si on regarde ici le diagramme de phase de l'eau, donc les différentes étapes, d'accord, que peut prendre l'eau, d'accord, dans ce diagramme, on appelle le diagramme de phase. Donc, là, on voit la température et la pression, d'accord. Nous, qu'est-ce qu'on sait? Donc, il y a trois phases. Donc, il y a la phase solide, le sous forme de glace, ou bien la phase liquide, ou bien la phase gazeuse. D'accord, la phase gazeuse. D'accord, ou bien vapeur. D'accord. Donc, là, c'est le point triple. Donc, c'est ce point triple de l'eau. Donc, c'est-à-dire, en ce point-là, l'eau se présente en même temps ces trois phases en même temps. Gazeuse, solide et liquide. D'accord. Nous, ce qu'on sait, c'est-à-dire au niveau, c'est-à-dire conditions standards, pression égale une atmosphère, donc on sait que l'eau va bouillir à 100 degrés. À 100 degrés, voilà, si on trace là, donc on commence ici. D'accord. Donc ici, c'est quoi? À une atmosphère. D'accord. À une atmosphère, l'eau, maintenant, à une atmosphère, donc, à une atmosphère, donc l'eau passe de l'état liquide à l'état gazeux. D'accord? Liquide à gazeux, ici à l'intérieur. Mais à 100 degrés, mais sous une atmosphère. D'accord? Maintenant, supposons que maintenant, on maintient la température, c'est-à-dire, on maintient la température constante, 100 degrés, et on va diminuer la pression.
D'accord? On va diminuer la pression. D'accord? Donc, par exemple, on est à ce stade-là, par exemple 0,5 atmosphères. Voilà. On est, bien sûr, dans l'état gazeux, à 100 degrés. D'accord? Maintenant, ce qui est intéressant maintenant, on va. Ce qui est intéressant. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'on va diminuer la température. Par exemple, la température ici, par exemple, par exemple, 60 degrés. 60 degrés. D'accord? 60 degrés à une atmosphère, bien sûr, à une atmosphère, voilà. On est l'eau, il est dans sa phase liquide. D'accord? Maintenant, la température de l'eau à 60 degrés, maintenant on va diminuer la pression. D'accord? Prenons l'exemple de 0,5 atmosphère. Maintenant à 0,5 atmosphère. Donc si on fait l'intersection, on est là. D'accord? On est à 0, c'est-à-dire 0,5, on est toujours dans la phase liquide. Maintenant, diminuons un petit peu, par exemple, cette valeur, c'est par exemple 0,3 atmosphère, 0,3. Si on fait par exemple l'intersection ici, là, on est dans l'état gazeux. Donc l'eau on a commencé à bouillir à 60 degrés, mais à quelle pression? Donc c'est 0,3 atmosphère. Donc pour faire bouillir par exemple l'eau, faut bouillir avec une pression, c'est-à-dire 0,3 atmosphère, c'est un exemple. D'accord? Donc ce n'est pas la peine d'aller jusqu'à 100 degrés. D'accord? Ce n'est pas 100 degrés. Donc 60 degrés, c'est suffisant. Donc ça c'est pour dire que voilà, pour faire apparaître, d'accord? Faire apparaître ces bulles d'air, c'est-à-dire qu'on dit que l'eau bouillira ou un liquide donné en général, on parle de l'eau, parce qu'on a le diagramme de phase de l'eau, d'accord? Donc on peut agir sur la pression. Donc la température elle est constante. On peut considérer par exemple une température de 15 degrés, mais regarde 15 degrés ici. Par exemple, température 15 degrés ici, on va diminuer la pression à cette valeur-là. On est dans l'état gazeux. Donc l'eau a commencé à bouillir. Très bien. Donc, et c'est quoi? Pourquoi l'eau a commencé à bouillir? Parce que l'eau a atteint sa pression vapeur saturante. Donc, on a diminué la pression, par exemple, de l'eau, jusqu'à arriver à sa pression vapeur saturante. Là, l'eau commence à bouillir. À bouillir, c'est quand il commence à formation de ces bulles d'air. D'accord? Si on est à une atmosphère, d'accord? À 100 degrés, l'eau va bouillir. On dit que la pression vapeur saturante de l'eau dans les conditions est égale à une atmosphère. D'accord? À une atmosphère. Parce que on imagine comme ça, donc c'est l'eau, c'est-à-dire. Voilà. Donc, là, c'est la pression atmosphérique, P à I1, et la pression à l'intérieur de l'eau. D'accord? Donc, ces bulles d'air, c'est-à-dire, la pression ici, elle devient égale à cette pression atmosphérique, donc les bulles d'air peuvent quitter la surface de l'eau. C'est pour ça qu'on dit que, dans les conditions là, la pression vapeur saturante de l'eau est égale à une atmosphère. Si la pression est égale, c'est la pression égale à 1, par exemple égale à 0,3, d'accord? Donc l'eau a commencé à bouillir à 0,3. On dit que la pression vapeur de l'eau, c'est 0,3 atmosphères. Voilà, très bien. Maintenant, pourquoi cette pression vapeur elle est intéressante? Donc, maintenant, on a dit qu'on peut on joue sur la température, c'est-à-dire on chauffe, on augmente la température du fluide, ou bien on va diminuer la pression du fluide. On a la pression du liquide, le liquide commence à bouillir. À bouillir, il ne faut pas penser que bouillir, c'est qu'il est chaud. Ça se peut que le fluide est à 10 degrés, donc on atteint sa pression de vapeur saturante et commence, c'est-à-dire à bouillir, formation de bulles d'air à l'intérieur de ce liquide. Voilà, très bien. Donc, comment diminuons la pression du liquide? Voilà, on a, par exemple, ici on peut, c'est-à-dire on va augmenter dans l'altitude, c'est-à-dire le liquide, on va l'amener à une altitude où la pression elle est inférieure à la pression, c'est-à-dire au niveau de la mer,
Ou bien, dans les applications de l'ingénierie, c'est-à-dire le fluide, on va par exemple dans un écoulement. On sait que dans un écoulement, le fluide avec la vitesse, quand la vitesse du fluide augmente, sa pression diminue. Donc, généralement, pour les fluides, d'accord, pour les fluides, dans un écoulement, d'accord, pour l'écoulement, la vitesse de l'écoulement, c'est-à-dire du fluide augmente, sa pression diminue, d'accord. Donc, si sa pression diminue, si cette pression diminue, elle devient égale sa pression de vapeur de ce fluide. Ici, c'est le liquide, parce que cette propriété concerne uniquement le liquide. Il y a formation de ce bulles d'air à l'intérieur du fluide. En général, c'est le liquide qui nous concerne dans ces applications. Donc, la vitesse de l'écoulement de ce liquide augmente, sa pression diminue. Si cette pression devient égale ou bien inférieure à la pression propre du liquide, d'accord, elle est connue, donc il y a formation de ces bulles d'air. Et ce phénomène, dans l'ingénierie, on l'appelle le phénomène de cavitation. C'est ça la cavitation. Lorsque la pression du liquide, d'accord, devient inférieure ou égale à sa pression vapeur saturante, donc on a ce qu'on appelle le phénomène de cavitation. Phénomène de cavitation. Cavitation en anglais, bien on l'appelle en arabe tejouifet, des cavitations. C'est-à-dire à l'intérieur du liquide, il y a ces bulles d'air. Bon, bien sûr, ce phénomène, il faut éviter, bien sûr, parce que c'est un phénomène très très néfaste pour la structure, d'accord. Donc, ce liquide, par exemple, il circule par exemple dans une pompe, ou dans une tuyauterie, ou bien dans des applications marines, c'est-à-dire circule autour de l'hélice qui propulse les bateaux, etc. Donc, si ce phénomène apparaît, il est néfaste, d'accord. Et néfaste, pour la structure, il va endommager gravement la structure, d'accord. C'est-à-dire le moitié de la structure va être endommagé. Et bien sûr, il y a aussi l'autre inconvénient de ce phénomène, il est le bruit généré par ces bulles d'air. Parce que ces bulles, donc vous imaginez l'écoulement de ce liquide comme ça, donc supposez qu'on a atteint le liquide a atteint sa pression de vapeur saturante, donc il y a forcément ces bulles. Donc ces bulles, il y a beaucoup, bien sûr. D'accord. Donc les bulles, bien sûr, il y a fusion de ces bulles, formation de grandes bulles comme ça, etc. Donc ce sont transportés dans l'écoulement. Par exemple, d'une zone pression faible, pression grande, qu'est-ce qu'il arrive à ces bulles? Donc il va y avoir des implosions. Ce n'est pas explosion, mais implosion. D'accord. Donc une implosion de ces bulles qui va causer ce bruit néfaste. Ici, ces implosions, c'est-à-dire arrivent au niveau par exemple des parois, donc vous imaginez une bulle, voilà, il y a une implosion, là il y a le fluide, donc il y a des jets du fluide, du liquide très très intenses. C'est ces jets-là qui vont endommager la structure. D'accord. Voilà, on a une photo par exemple, ici, par exemple pour une hélice marine. Une hélice marine, donc par exemple, la photo d'en haut, par exemple, une hélice, on voit cette formation de ces bulles se forme comme ça croisée, donc à l'extrémité de l'hélice. Pourquoi? Parce qu'à l'extrémité de l'hélice, l'écoulement a une vitesse très très grande. Donc le liquide, ici c'est de l'eau de mer, ou bien c'est de l'eau, donc elle a une grande vitesse, donc et sa pression diminue, la pression a atteint sa valeur, la valeur de la pression de vapeur saturante du liquide, donc il y a formation de ces bulles d'air aux extrémités de l'hélice. Et voilà, dans la deuxième image, c'est-à-dire on voit que ces bulles au niveau, c'est-à-dire de la paroi de l'hélice, qu'est-ce qu'ils provoquent? Les dommages qu'ils vont provoquer à l'hélice, d'accord. Donc ça, c'est pas la corrosion qui a causé ça, mais c'est des implosions, c'est-à-dire de ces bulles au niveau de la paroi. Donc c'est un phénomène très très néfaste. Donc il faut dans les applications, c'est-à-dire on souhaite de ne pas arriver à cette valeur de cette pression de vapeur saturante, parce qu'il va endommager beaucoup de structures. Ici, par exemple, les hélices marines, et on rencontre aussi beaucoup ce phénomène dans, par exemple, les pompes.
les pompes hydrauliques. Très bien. Donc c'est ce qu'on appelle le phénomène dans des applications, bien sûr, de l'ingénierie, on l'appelle le phénomène de cavitation. Donc il faut éviter ce phénomène parce qu'il est très néfaste. Donc dans l'état, on a chaque liquide, et là sa pression de vapeur, sa valeur de pression de vapeur saturante. Donc il faut la reconnaître pour ne pas arriver à cette pression au niveau du fluide. Très bien. Donc voilà ce qu'on peut dire brièvement sur le phénomène de cavitation, donc, qui est posé lorsqu'on arrive à cette pression de vapeur saturante. Donc là, bien sûr, on s'intéresse uniquement au liquide parce que ces propriétés-là sont caractéristiques uniquement au liquide, il n'est pas au gaz. Très bien. Maintenant, on passe à la dernière propriété physique du fluide. Là aussi, elle est caractéristique du liquide, pas du gaz. Donc, bien sûr, la pression de vapeur saturante est une pression à une valeur donnée. Donc, chaque liquide, donc vous regardez dans les tables des propriétés physiques, chaque liquide, bien sûr, et là, sa propre pression de vapeur saturante. Voilà. Donc, maintenant, la dernière propriété, c'est, elle concerne aussi maintenant les liquides, c'est la tension superficielle. Voilà, c'est le paragraphe 5, 7, tension superficielle. Superficielle. On l'appelle en anglais surface tension. Voilà. On la note par sigma. Sigma. La tension sigma. Très bien. On va voir tout à l'heure c'est quoi l'unité de cette propriété. Donc, bien sûr, oui, elle considère uniquement les liquides. Donc, si on fait quelques expériences, on prend des liquides donnés. Donc, tout le monde a vu par exemple, si vous prenez par exemple une aiguille, d'accord? L'aiguille, elle est faite avec de l'acier généralement. On peut poser cette aiguille sur la surface de l'eau délicatement, mais l'aiguille ne coule pas. Elle flotte sur la surface de l'eau. Aussi, là où on prend par exemple une lame de gilet, par exemple, elle est aussi faite avec de l'acier, donc normalement, l'acier bien sûr coule dans l'eau. Donc, si on le pose délicatement sur la surface de l'eau, elle ne coule pas. Ou vous faites par exemple vous-même, vous prenez une trombone, et vous la mettez délicatement sur la surface de l'eau, dans un verre d'eau. Donc la trombone, elle ne coule pas, elle flotte sur la surface de l'eau. Même si vous regardez passer une bouteille d'eau, par exemple un verre d'eau comme ça, il y a de l'eau, vous regardez une bouteille ou bien un verre d'eau, rempli avec de l'eau comme ça, mais si vous regardez ici à la surface, regardez bien, vous allez voir par exemple une couche très fine, c'est comme une membrane, ici une membrane à la surface. Donc superficielle parce que ces phénomènes s'appellent uniquement à la surface du liquide. Oui, aussi on a par exemple certains insectes, vous avez vu parce que certains insectes qui marchent sur l'eau. Ou bien si vous avez remarqué par exemple, si vous avez, je sais pas, un tuyau, vous plongez, je sais pas, un tuyau dans l'eau par exemple, par exemple si vous prenez une paille, par exemple, une paille dans un verre, par exemple, la paille ici, donc une paille dans un verre de jus ou de l'eau, d'accord? Vous remarquez qu'il y a une ascension. L'eau va monter à une certaine hauteur. Et généralement, si vous regardez ici, vous allez voir la surface, elle est de cette forme-là. Il est formé ce qu'on appelle un ménisque. Ça, la forme on dit ça un ménisque. Un ménisque. D'accord? Ce ménisque-là, ça se peut, il est concave comme ça, ou bien le ménisque, par exemple, le ménisque est de cette forme-là, il est convexe. Le ménisque. D'accord? Ici, généralement, vous l'avez perçu, c'est le liquide ici du
par exemple le fluide, c'est le mercure, mais avec de l'eau, du jus, etc., vous allez remarquer qu'il est un ministre, il est concave. Tous ces phénomènes, bien sûr, phénomènes ça apparaît sur la surface, ça, phénomène, sont dus à la tension superficielle. En fait, l'origine de ces phénomènes vient d'où? C'est bien sûr au niveau moléculaire. Si on prend par exemple un liquide, votre liquide, il est, voilà, voilà notre liquide, voilà le liquide, la surface, d'accord, la surface du liquide qui sépare le liquide du milieu extérieur, d'accord. Nous on sait que, par exemple, si on prend n'importe quoi, voilà ça, notre liquide, là c'est le liquide, et là par exemple l'interface, c'est-à-dire un autre liquide, à condition qu'ils ne sont pas miscibles. Un liquide, notre liquide, il n'est pas miscible avec ce liquide-là. Par exemple, ça c'est de l'huile et de l'eau, ne sont pas miscibles, d'accord. Ou bien, généralement un gaz, l'air, etc. D'accord. Donc maintenant, si par exemple les molécules du liquide qui sont loin de la surface, si on prend une molécule comme ça, d'accord, une molécule, donc, bien sûr, elle est entourée par plusieurs molécules, donc il y a des forces appliquées par cette molécule sur cette molécule. Donc là, cette molécule, elle est soumise à ces forces-là. De toutes les molécules qui entourent cette molécule. D'accord. Si vous voyez qu'il y a une symétrie, donc elle est entourée de toutes les directions par la même force, donc cette molécule-là, à l'intérieur du liquide, elle est, c'est-à-dire en équilibre. D'accord. Les forces sont appliquées sont symétriques. Mais au niveau de la surface, si on prend une molécule au niveau de la surface, ici la surface, voilà, les molécules qui l'entourent à l'intérieur du liquide, etc., etc. Mais maintenant que c'est un autre milieu, ça dépend. Si par exemple c'est un milieu moins dense que là, donc les molécules seront plus faibles, qui sont appliquées ici, les forces sont plus faibles ici. Les forces sont plus faibles que les forces qui sont appliquées par les autres molécules du liquide. Donc maintenant, cette molécule, elle est en déséquilibre. D'accord. Donc il y a une certaine dissymétrie sur les forces qui s'appliquent sur cette molécule. Et toutes, bien sûr, les molécules qui sont ici, à la surface. À la surface, toutes les molécules vont faire ça. Donc c'est pour ça que ces molécules, si par exemple ça, le milieu est moins dense, donc les forces sont faibles, d'accord. Donc évidemment, toutes les forces ici sont plus fortes. Donc, c'est la surface du liquide, elle devient sous tension, elle est tendue. De fait, si, par exemple, si on peut imaginer une ligne sur la surface, on met par exemple un fil très très fin, elle est sous tension. C'est-à-dire elle est tendue comme ça, elle est tendue. Il y a une force qui s'applique sur le fil, elle est sous tension. C'est-à-dire elle est étirée. Donc, cette force due bien sûr à ce déséquilibre des forces qui s'appliquent sur les molécules qui se trouvent proches de la surface du liquide, d'accord, pour la surface, c'est pour ça, superficielle pour la surface, donc on appelle la tension superficielle, c'est sigma. C'est une force par unité longueur. L'unité c'est newton par mètre. Et bien sûr, chaque liquide il a sa propre tension superficielle, par exemple de l'eau en contact avec l'air, et là sa tension superficielle. C'est sigma. Très bien. L'unité c'est newton par mètre. Très bien. D'ailleurs, c'est ce phénomène qui explique par exemple, qui nous explique par exemple, c'est par exemple on a une surface comme ça, donc c'est par exemple, c'est cette surface, on a par exemple une goutte d'eau, ça dépend d'une goutte d'eau, vous allez remarquer que la goutte d'eau, par exemple, elle fait cette forme-là. Elle devient un peu ovale comme ça. D'accord. Ou bien, si on n'a pas, ça c'est pour, si c'est pas de l'eau, par exemple, c'est du mercure. Si une goutte de mercure, elle reste pratiquement sphérique. Mais l'eau, par exemple, la goutte d'eau, ça dépend des parallélités sphériques, elle devient, c'est-à-dire, elle s'étale sur la surface. Dans cette condition-là, on dit que la goutte d'eau mouille la surface. Par contre, par exemple, la goutte du mercure ne mouille pas la surface. D'accord. Donc ici, ça c'est le paramètre, c'est l'onde de contact.
cet angle-là, que fait cette tangente. D'accord? Cette tangente-là. D'accord? Donc, cet angle, vous voyez que θ est inférieur à pi sur 2. D'accord? Maintenant, pour ici, d'accord, ici, l'angle, elle est comptée comme ça, donc c'est θ, elle est supérieure à pi sur 2. Donc ici, c'est, par exemple, le mercure ne mouille pas la surface. Par contre, par exemple, l'eau, bien sûr, mouille, on dit qu'elle mouille cette surface. Bien sûr, ça dépend aussi de la nature de la surface. Si on met, par exemple, cette expérience, la goutte d'eau sur une plaque de verre, d'accord, ou bien une plaque en bois, on ne remarque pas, c'est-à-dire elle ne s'étale pas de la même manière. Donc, par exemple, par exemple, la goutte d'eau, on dit ça dépend de cet angle-là, mouille, par exemple, le bois, mais peut-être elle ne mouille pas le verre. Très bien. Donc, tout ça, c'est, si vous voulez, pourquoi prendre cette formule-là, donc, c'est-à-dire la goutte d'eau, c'est-à-dire elle s'est rassemblée sur elle-même, d'accord, elle-même, le responsable de ça, c'est la tension superficielle qui a fait que l'eau prend cette formule-là, d'accord. Très bien. Et généralement, c'est que la tension, c'est que, voilà, cette goutte-là, elle va prendre, par exemple, c'est-à-dire, sa surface, c'est-à-dire, elle va diminuer la surface, c'est pour ça. La surface la plus petite que peut atteindre une goutte, la forme, c'est une sphère. Parce que la sphère, c'est-à-dire, si par exemple la goutte c'est ellipsoïde, si elle devient une forme ellipsoïde ou bien une sphère, si vous calculez la surface, vous allez trouver la surface de la sphère est plus inférieure que celle de l'eau. C'est pour ça que ces bulles de savon, etc., ont cette forme sphérique et pas autre chose. Parce que la tension superficielle maintenant, avant, c'est que sous l'action de cette tension, donc, la surface du liquide va diminuer. Et quelle est la plus petite surface que peut prendre le liquide? C'est la forme d'une sphère. C'est la forme d'une sphère. C'est-à-dire la sphère elle a la plus petite surface par rapport à une autre forme géométrique. C'est en forme cubique, d'accord? C'est on prend même volume, mais cube et une sphère. On calcule la surface de ce cube et la surface de la sphère, même volume. Donc le volume lui-même, mais la surface de la sphère elle est plus petite que la surface de ce cube-là. Très bien. Maintenant, c'est quelques lois sur la tension superficielle, quelques lois. On a la première, c'est la loi de Jurin. Elle concerne ce qu'on appelle l'ascension capillaire. L'ascension capillaire, d'accord? L'ascension capillaire, c'est-à-dire, capillaire c'est un tube très très fin, c'est ça une capillaire. C'est ça une capillaire. Un tube très très fin, d'accord? Donc, si on plonge ce tube dans un liquide, par exemple dans un liquide, on a remarqué qu'il a une ascension, alors le liquide monte jusqu'à un certain niveau. D'accord? C'est H. D'accord? Donc H, la loi de Jurin, nous permet de calculer ce H. D'accord? Comment le calculer? Donc, elle est détaillée dans la démonstration de l'opérateur à regarder. On va faire bien sûr l'équilibre des forces. Et la force, ce volume-là, on prend ce volume-là, du liquide. Ce volume-là, on va faire l'équilibre. Il y a un équilibre, bien sûr. Le poids de ce volume liquide, d'accord? Il y a la fonction quand il est son poids. Et il y a la tension superficielle aussi. La tension, c'est cette tension-là qui a fait monter ce liquide dans ce capillaire. Donc on va trouver H. Donc la démonstration elle est très très simple pour les copies. Donc égale la loi du Jurin. Donc égale H2. Alors 2 sigma cosinus θ oméga bar R. Voilà. Donc c'est ça. Donc de combien monter le liquide dans le capillaire, c'est H, donc en centimètres ou en millimètres, bien, d'accord? Donc sigma, c'est la tension superficielle du liquide, donc on peut la trouver dans l'état, cette tension superficielle, chaque liquide, le liquide passe ici de l'eau, donc on va regarder sa tension superficielle. Maintenant le liquide, il est en contact avec quoi? Avec c'est-à-dire les parois du capillaire et c'est cellulaire, donc avec cellulaire, on va lire ça.
sa valeur de sa tension superficielle. Theta, c'est cet angle-là, d'accord? C'est cet angle-là, ici c'est ça. Donc si on fait un agrandissement, donc un agrandissement c'est le liquide monte comme ça, ce ministre là. Theta c'est toujours en, voilà, cette tangente. Cette tangente à ce ministre avec la paroi. Voilà, c'est ça. Theta. L'angle theta. Oméga bar, bien sûr, c'est Rg, c'est le poids spécifique du liquide. IR, c'est le rayon de ce capillaire. D'accord? C'est ça la première loi pour ce paramètre de tension superficielle, c'est la loi de Jurin. La deuxième loi de Laplace. Loi de Laplace. Loi de Laplace, c'est elle qui va nous permettre de calculer la différence de pression à l'intérieur, à l'extérieur, par exemple, d'une bulle, par exemple. Donc, si vous avez besoin d'une bulle de savon, bien une goutte d'eau, d'accord? Le fait qu'elle est comme ça, c'est-à-dire qu'elle est comme ça, donc il y a la pression intérieure et la pression extérieure. Donc la bulle, ça on prend une partie, donc la bulle elle est comme ça. Donc il y a une pression intérieure et une pression extérieure. Donc la bulle, elle est par exemple concave, maintenant elle est convexe. Pourquoi elle est devenue? Parce que la pression là, il y a une pression ici, bien sûr, il y a une pression ici, d'accord? Donc, généralement, bien sûr, PI est supérieur à PE. Elle est supérieure. Si PE est supérieur à PI, donc on a l'inverse. D'accord? Donc, la loi de Laplace qui nous permet de calculer cette différence de pression, qui delta P égale Pi intérieur moins P extérieur. C'est-à-dire n'importe quel, vous imaginez n'importe quel liquide. Hein? N'importe quel liquide. Par exemple, ici, d'accord? Cette pression qui agit ici et la pression ici. Hein? Cette pression et cette pression, d'accord? Donc c'est n'importe quel, on dit au général une membrane comme ça, Donc cette pression et cette pression. Donc cette pression, PI, est supérieure à PE, parce que sinon elle devient convexe dans ce sens-là. D'accord? Donc égal à quoi? C'est sigma 1 sur R1 plus 1 sur R2. Sigma, c'est la tension superficielle. D'accord? Et R1, c'est les rayons de courbure de la membrane. D'accord? Si par exemple, si vous prenez une bulle de savon, exemple, une bulle de savon, D'accord? Une bulle, elle est comme ça, on sait qu'elle est sphérique. Donc ici, on a la pression intérieure, ici la pression extérieure. D'accord? Donc la bulle du savon, voilà. Maintenant les surfaces, ça devient les surfaces, voilà, ça c'est le savon, voilà. Ici c'est quoi? Ici c'est de l'air. Ici aussi c'est de l'air, à l'extérieur. D'accord? Donc voilà, il y a un contact avec l'air ici, donc cette contact, donc cette surface intérieure qui a une rayon par exemple R1, d'accord? Et cette membrane, bien sûr, celle-là, voilà, on a, par exemple, je répète, comme, voilà, si je prends, voilà, ça c'est R1, et ensuite, il a cette membrane avec une épaisseur, bien sûr, elle est très très faible. R1 interne et externe, par exemple R2. D'accord? Donc c'est ça les rayons de courbure. Dans ce cas particulier, on sait que c'est-à-dire l'épaisseur de cette membrane, elle est très faible, bien sûr. Donc R1, ici on prend R1 égale à R2. Donc R1 égale à R2. Par exemple, au cas du bulles du savon, donc R1 est égal à R2. Maintenant, si on prend par exemple une goutte d'eau, eau, maintenant c'est eau, mais là il y a de l'eau à l'intérieur, c'est pas de. D'accord? Donc on a une seule surface qui est en contact avec, c'est-à-dire du milieu extérieur, généralement sur de l'eau. D'accord? Donc on a uniquement sigma sur R. D'accord? Sigma sur R. Très bien. Donc c'est tout ce qu'il y a sur donc cette tension superficielle. On va voir bien sûr des applications dans la série d'exercice. C'est surtout ces deux propriétés, la pression de vapeur saturante et la tension superficielle. Et toutes ces valeurs-là sont tabulées dans les tables. D'accord? Vous allez pour les liquides, donc les valeurs de ces paramètres à différentes températures. Très bien.
Donc, pratiquement, on a terminé le premier chapitre. Il nous reste juste quelques. Donc, on a terminé avec les propriétés physiques, d'accord? Et ce chapitre. Donc, il nous reste juste un paragraphe sur la classification des écoulements. Classification des écoulements. Donc, on a terminé les propriétés. Le dernier paragraphe, c'est la classification des écoulements. Classification des écoulements, donc le dernier paragraphe, classification des écoulements, donc de fluides, maintenant de fluides. Donc on a ce qu'on appelle écoulement, ça se peut l'écoulement, il est 1D, ou bien 2D, ou bien 3D. Un écoulement unidimensionnel, bidimensionnel, E3, ou il est tridimensionnel. D'accord? L'écoulement 1D, on peut l'imaginer comme ça, d'accord? Ici, par 1D, c'est-à-dire la vitesse de l'écoulement, elle a une seule composante. V égale 0, W égale 0. Ici, la vitesse c'est U différente 0, V différente 0, mais W égale 0. Là, c'est 3D, tridimensionnel, V différente 0 et W différente 0. D'accord? Donc, il y a n'importe quelle propriété, par exemple la température, la pression, elle dépend uniquement d'une seule variable d'espace, par exemple uniquement de x, etc. C'est tous les paramètres. La vitesse aussi. Car ici, elle est bidimensionnelle, elle dépend de deux variables, p, x, y, etc. Ici, par exemple, la pression, elle dépend de x, y et z. Voilà. C'est ça ce qu'on appelle un écoulement 1D, 2D ou 3D. Aussi, si l'écoulement est stationnaire, écoulement aussi, écoulement stationnaire ou instationnaire. D'accord? Stationnaire, c'est-à-dire dépend du temps, dépend du temps. Là, instationnaire ne dépend pas du temps. Par exemple, ici, si je prends par exemple l'exemple de l'écoulement 1D, c'est-à-dire la température, elle dépend 1D, parce qu'elle dépend des seules variables d'espace, mais si l'écoulement il est stationnaire, il n'y a pas de temps, il dépend uniquement de x. Maintenant, même l'écoulement 1D, la température dépend d'un seul espace, il est unidimensionnel, mais il est instationnaire, elle dépend aussi du temps. D'accord? Donc tout là, si l'écoulement il est instationnaire, s'il est instationnaire, on rajoute le temps. Et ça c'est Z. Ça c'est Z et le temps. Très bien. Maintenant, c'est quoi l'écoulement compressible ou bien incompressible? L'écoulement, on a aussi écoulement. On a compressible ou bien incompressible. Alors, compressible, c'est-à-dire le mot compressible, on pense tout de suite du volume. Oui, bien sûr, du volume, c'est-à-dire échange de volume, ou bien physiquement, écoulement compressible, c'est-à-dire sa masse volumique, elle n'est pas constante, elle varie d'un point à un autre. D'accord? La masse volumique. Écoulement incompressible, la masse volumique, elle est toujours constante. Ça va être égal à constante. Donc compressible, alors différente constante, quand incompressible est égal à constante. D'accord? Parce que c'est M sur V. Donc si on comprime ou ne comprime pas, donc la masse ne change jamais, il change uniquement le volume. Pour ne pas dire le volume, donc on parle de la masse volumique. Compressible, alors différente constante, et ρ est égal à constante. Aussi, on a notre classification, écoulement. On a des écoulements ce qu'on appelle laminaire et l'écoulement turbulent. Ça, si vous voulez, c'est le régime. Un régime laminaire et un régime turbulent. D'accord? Laminaire, c'est l'écoulement se fait par exemple, si on a l'écoulement, il se fait comme ça, parce que ce sont les lignes de courant. Ils sont parallèles, l'écoulement est bien ordonné. Par contre, l'écoulement turbulent, donc on ne peut pas parler des lignes de courant. Donc, il est chaotique, comme ça, c'est comme ça. L'écoulement, il est. Voilà. L'exemple ici, par exemple, vous regardez ici l'eau, par exemple, qui sort du robinet.
À petite vitesse, l'eau sort comme ça, le tube d'eau qui sort, voilà, transparent comme ça. Mais si on augmente le débit, on ouvre, on voit que l'eau, quand elle devient blanche comme ça, et elle vire, etc. Ou bien la fumée par exemple, d'une cigarette. Une cigarette, par exemple, vous regardez la fumée, comment elle monte comme ça. Ensuite, elle devient comme ça, ensuite, elle est comme ça. Donc, ça, c'est laminaire, et ça, c'est turbulent. D'accord? Le paramètre qui le dicte, est-ce que l'écoulement est laminaire ou turbulent, c'est le nombre de Reynolds. Nombre de Reynolds. C'est un nombre qui est très important en mécanique des fluides, c'est un nombre sans dimension, c'est-à-dire qu'il n'a pas d'unité. Donc, on va calculer, on a un écoulement donné, d'accord? On va calculer le nombre de Reynolds. Reynolds, comment il est calculé? C'est la masse volumique du fluide fois la vitesse de l'écoulement fois une longueur caractéristique de l'écoulement divisé par la viscosité dynamique du fluide. Donc, ça, c'est la masse volumique du fluide. Une vitesse de l'écoulement, vitesse caractéristique de l'écoulement. Et une longueur caractéristique de l'écoulement, on a parlé de ce point une longueur caractéristique de l'écoulement. La vitesse s'ensuit directement. Et lui, c'est la viscosité dynamique. Ou bien on peut décrire, ou bien, il est égal aussi, on peut écrire que il est égal à UN sur nu. Nu, c'est la viscosité cinématique. On a utilisé ici, on sait que nu est égal à quoi? Mu sur rho. Donc c'est pour mu sur rho, donc c'est nu. Voilà. Donc, ça dépend de la valeur de ce nombre de Reynolds. Ça dépend de la valeur de ce nombre de Reynolds, sa valeur qui nous dit que est-ce que l'écoulement est laminaire ou bien il est turbulent. Pour les écoulements de conduite, d'accord, du conduite, d'accord, c'est-à-dire l'écoulement à l'intérieur des tuyaux, etc., les écoulements, donc ces l'écoulement qui se fait dans un tuyau, d'accord, il a une longueur donnée, un diamètre donné, on l'a bien rayon, d'accord. Donc, le rayon, on va calculer le rayon, c'est égal à rho U. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend comme longueur caractéristique pour un tuyau? On prend le diamètre du tuyau sur la viscosité, d'accord. Donc maintenant, si Reynolds est inférieur à 2000, l'écoulement est laminaire. D'accord? Laminaire, on dit l'origine, l'écoulement est laminaire. Ou bien, si donc Reynolds est supérieur à 2000, 2700, etc., l'écoulement est turbulent. Il est turbulent. Donc, voilà. Donc, laminaire inférieur à 2000 et turbulent, il est supérieur à 2000, 2500, etc. Donc, attention, ces valeurs-là sont uniquement pour les écoulements dans les tuyaux. D'accord? Dans les tuyaux, on peut, si on calcule, on a cette valeur de Reynolds, donc on connaît bien sûr la masse volumique. C'est possible que de l'air ou de l'eau, on connaît la masse volumique de l'eau de l'air. Donc, la vitesse, on peut calculer la vitesse de cet écoulement. On a le diamètre et on peut calculer le nombre de Reynolds. Et voilà. Donc ici, c'est vitesse, c'est toujours ce qu'on appelle la vitesse moyenne du écoulement. Parce qu'on a vu que ici, l'écoulement dans l'exemple 1, c'est-à-dire qu'on a un profil de vitesse. Vous voyez que la vitesse, elle varie. Elle n'est pas la même, elle n'est pas constante, généralement. Donc on prend la vitesse moyenne, cette vitesse moyenne, on peut la calculer. Ou bien on appelle aussi la vitesse débitante. On va la définir dans le chapitre de la cinématique, c'est quoi? Donc, on trouve une cinématique moyenne et on fait des calculs et on trouve le nombre de Reynolds. Et selon la valeur de ce nombre de Reynolds, on décidera que l'écoulement est laminaire ou turbulent. Voilà. Maintenant, juste pour compressible, incompressible, je reviens. Donc, les liquides généralement sont incompressibles et les gaz sont généralement compressibles. Mais les gaz sont incompressibles pour les gaz aussi. Les gaz, ou bien l'air, les gaz sont considérés incompressibles tant que le nombre de Mach est inférieur à 0,3. Si on a un écoulement avec un nombre de Mach 0,3, ça veut dire que c'est des faibles vitesses. On va les considérer comme des faibles vitesses. L'écoulement, c'est-à-dire pour les gaz, les liquides sont toujours incompressibles. Donc les gaz, si le nombre de Mach est inférieur à ou égal à 0,3, donc on peut dire que l'écoulement est incompressible, un gaz.
Autrement, il est compressible. Max c'est 3, donc l'écoulement il est compressible. Ici, par exemple, l'écoulement autour, par exemple, dans des affaires autour d'une voiture ou d'un moto, etc. Donc, ces vitesses ne sont pas très grandes. Donc, le Mach il est toujours inférieur à 3. Donc, l'écoulement il est incompressible. Par contre, un écoulement d'un avion, par exemple, le Mach, par exemple, les avions commerciaux, donc on parle du Mach à partir de 0,6, 0,6, 0,7, 0,8, donc l'écoulement il est compressible. Ou bien c'est des vols supersoniques, voilà, bien sûr, il est toujours compressible. Donc, très bien, donc on a terminé ce premier chapitre. Donc, dans les prochaines séances, on va entamer le deuxième chapitre qui est le statique des fluides. Donc, allez, maintenant le support de ce cours, le chapitre, il se trouve dans la plateforme de téléenseignement Moodle, d'accord. Le cours, il s'appelle Mécanique des fluides ou bien FM, c'est FM, voilà. Donc, et vous regardez ce polycopier avec tous ces parts et la série d'exercices. D'accord. Et je vous remercie, donc on entamera la prochaine fois, Inch'Allah, le deuxième chapitre qui est la statique des fluides. Merci.